Aujourd'hui, une émission quasiment entièrement dédiée à l'UFC 308, mais aussi votre moment avec la Minute Auditeur. Nous sommes le jeudi 24 octobre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, on va avoir l'ancien champion des poids légers, Rafael Dos Anjos, qui sera main event des prélims face à Geoff Neal. Il a dit qu'il était très heureux d'affronter un gaucher parce qu'il commence à avoir l'habitude et surtout il s'en sort plutôt bien à chaque fois, alors que Geoff Neal, lui, n'a pas vraiment eu l'occasion d'être confronté à des fausses pattes au cours de sa carrière. Rafael Dos Anjos, hein, aujourd'hui, c'est 40 ans, 5 combats restants à son contrat, il compte bien tous les faire, et en plus, chez les poids welter, il explique que ça devient beaucoup trop compliqué pour lui de faire le poids en léger, il tourne autour des 88 kilos en camp d'entraînement, les légers c'est 70, les welter 78 hein, à peu près, donc forcément, perdre 18 kilos pour descendre en léger, on comprend que ça commence à faire beaucoup, et puis forcément, il a dit qu'il n'était pas satisfait de ses 2 derniers combats. Il a pris 2 défaites, hein, à la décision, mais 2 défaites quand même, contre Gamrot et Luque. Il a aussi expliqué qu'il prenait la totale responsabilité de ses résultats, expliquant qu'il n'a pas su faire les bons choix dans l'octogone. Voilà, il le dit: «Tu qu'une microseconde pour réfléchir. À chaque fois, j'ai pas fait le bon choix. Je l'ai payé cash». Mais il compte bien changer les choses, hein, samedi soir. Il dit avoir passé 5 semaines au Brésil, loin de sa famille qui, elle, était restée au Texas, où il vit maintenant. Et puis, il vient passer les 3 dernières semaines de son camp chez lui, au Texas donc. Et puis, il ajoute qu'à son âge, il faut adapter les choses, notamment les camps d'entraînement. Donc, ce qu'il dit, c'est que là, il a fait 5 semaines au Brésil, il est rentré au Texas, il a pris une semaine de repos pour laisser le corps se reposer. Et puis, il termine les 2 3 semaines qui restent, la fin de sa préparation, à fond, comme il a l'habitude de le faire. Et puis surtout, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas arrêter de s'entraîner. Il explique que si tu commences à lâcher l'entraînement pendant trop longtemps, ça va être dur de revenir. Donc même si tu réduis la charge d'entraînement, il faut continuer à t'étirer, etc. Essayer de faire récupérer le corps le mieux possible. Pour la suite, il aimerait combattre 2 fois en 2025. Il veut des combats excitants. Pourquoi pas des revanches? Il n'a pas forcément la ceinture comme objectif. Bon, il est bien conscient hein, qu'il y a beaucoup de monde devant lui, puis que ça va être compliqué d'aller chercher ces gars-là. Et il est revenu sur une anecdote, quelque chose que j'avais totalement oublié. Il fait partie des 3 seuls champions UFC à avoir loupé leur début dans l'organisation. Il a perdu ses 2 premiers combats. Il a dit que ça avait été une période très compliquée pour lui. Il était fauché à l'époque. Sa femme était enceinte. Elle devait affronter au mois de décembre, accoucher pardon, au mois de décembre. Lui, il a fait son premier combat en novembre et son manager lui avait dit: attention, ne te loupe pas, sinon ils vont te cutter. Surtout qu'à l'époque, c'était seulement un grappleur. Il n'était pas le plus divertissant des combattants. Pas de chance pour lui, il loupe ses débuts, il perd. L'UFC va lui donner une deuxième chance. Il va de nouveau perdre, mais il va avoir le Fight of the Night, combat très divertissant donc, et puis ça va le sauver, et après on connaît l'histoire, hein, il devient champion des poids légers, et il nous offre quelques belles guerres au passage. Max Holloway a déclaré, bon le sourire aux lèvres, hein, qu'il aimerait affronter de nouveau Volkanovski afin d'enfin obtenir une victoire. Il le dit, hein, ça fait 3 victoires pour lui, si je pouvais en avoir une, ce serait quand même pas mal. Et puis il pense aussi hein, que si Topuria est aussi provoquant dans ses interviews, c'est parce qu'il a besoin de ça pour se motiver. On sait, il y a des combattants, c'est comme ça, faut qu'il joue le rôle du méchant. Max Holloway, ça n'a jamais vraiment été son cas, hein. Et puis il est aussi revenu sur la BMF en expliquant que pendant longtemps, les fans disaient que c'était une fausse ceinture, un titre qui n'avait aucune valeur. Et puis pourtant, depuis qu'il s'en est emparé, il a l'impression qu'on lui reproche de ne pas le défendre. Bon, de toute façon, dans l'interview, on comprend bien que lui, en réalité, il accorde que très peu d'importance à ce titre aussi. Ce qui l'intéresse, c'est bien sûr la ceinture des poids plumes dans un premier temps. Est-ce qu'il ira chercher celle des poids légers après? Je ne sais pas. Et puis il conclut avec quelque chose qui a inquiété beaucoup de fans, hein, c'est la santé de son cerveau. On dit qu'il prend beaucoup de coups, je l'ai déjà dit ici, il a eu des problèmes de dépression, etc. Il dit: vous inquiétez pas, je prends énormément de soin de mon cerveau. Les gens qui disent que je prends trop de coups pendant l'entraînement, ils savent pas ce qui se passe derrière les caméras, ils ne savent pas tout ce que je fais. Et il dit même hein, que s'il avait un conseil à donner à la nouvelle génération, c'est de prendre soin de leur cerveau. Les dommages que tu prends au cerveau, c'est irréversible. Et si tu veux passer une bonne retraite, il faut absolument prendre soin du cerveau. Ce sont, je pense, de sages paroles de la part de l'Hawaïen. Khamzat Chimaev, hein, lui, il a fait des changements pour son camp d'entraînement en vue de son combat du week-end face à Robert Whittaker, je le rappelle, combat qui pourrait lui offrir une chance pour le titre en cas de succès. Il a expliqué qu'il s'était cette fois entraîné dans les montagnes, dans un centre olympique, et donc avoir été entouré de personnes d'expérience afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé.
Je le rappelle, hein, il a souvent fini à l'hôpital, il a souvent été malade, il a eu beaucoup de combats annulés ces dernières années, donc forcément il y avait quelque chose à changer. D'après lui, ce problème, c'était qu'il s'entraînait beaucoup trop fort. 6 heures par jour, tous les jours. Lors de son dernier camp, ça a duré pendant 2 mois. Forcément, à un moment, il s'est écroulé, son organisme l'a lâché, il a fini à l'hôpital. Donc voilà, c'est un bon signe quand même de se rendre compte à un moment, tu pourrais croire que Shimaev est convaincu d'être le meilleur et de pouvoir en faire plus que les autres. Non, il a quand même cette intelligence de se dire, bon écoute, va falloir changer quelque chose à mon camp. Il avait fait ses derniers camps à Abu Dhabi, à Dubaï, je sais plus. Il dit il faisait très chaud, on était tout le temps avec l'air conditionné, etc. C'était peut-être pas bon non plus. Là, il est retourné dans les montagnes, hein. C'est un gars qui vient de la Tchétchénie, donc il est habitué à ce climat. En plus, il a vécu en Suède. Donc le froid, il connaît, il y est plutôt habitué. Il a aussi fermé la porte à un retour chez les poids welter, sauf si l'UFC lui donnait un combat pour le titre aussitôt. Bon, clairement, je pense que ça n'arrivera pas, je pense qu'il en est bien conscient aussi. Et puis comme vous le savez, on a entendu dire qu'il était interdit de territoire américain, ce qui explique qu'il ne combat quasiment qu'au Moyen-Orient. Et le journaliste lui a demandé s'il pouvait maintenant retourner aux États-Unis. Donc là, c'est un peu particulier. Il commence par dire oui, et puis en souriant, il ajoute que si Trump gagne, ça ne sera plus un problème. Donc en réalité, je sais pas, il est peut-être toujours interdit de territoire, et puis il espère qu'une victoire de Trump le ferait revenir. Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que pour sa carrière, je pense que ne pas pouvoir combattre aux États-Unis, c'est quand même un frein. Toujours ce week-end, on a Alexander Rakic, hein, lui qui va avoir un sacré test face à lui, Magomed Ankalaev. On lui a demandé hein, s'il avait été surpris quand l'UFC était venu vers lui avec cette proposition. Il a répondu que oui, un peu, hein, puisqu'il restait sur une défaite à l'UFC 300 face à Jiri Projaska. Mais il ajoute que ce qui compte à l'UFC, bien sûr, il y a la victoire, mais il y a surtout la façon dont tu performes. Et face à Projaska, il avait fait un plutôt bon premier round avant de s'écrouler dans le deuxième. Et justement, s'il s'est écroulé dans le deuxième, c'est parce qu'il avait chopé un staphylocoque le mardi, juste avant le combat, et il était sous antibiotiques. L'UFC le savait, et il pense que c'est un peu un cadeau qu'ils lui font de ne pas avoir annulé ce combat, surtout que l'UFC 300 avait été une vraie galère pour les matchmakers, pour l'organisation, beaucoup de blessures, beaucoup de combattants qui n'étaient pas disponibles, etc. Donc il en est bien conscient, c'est peut-être un cadeau que lui fait l'UFC, et puis il le répète, hein, au deuxième round, je veux pas me trouver d'excuses, mais mon corps m'a totalement lâché. J'avais plus de jambes, j'avais plus rien. Ça m'est jamais arrivé dans ma carrière. J'ai pourtant une longue carrière, que ce soit en MMA ou en kickboxing. Mais là, vraiment, mon corps m'a lâché. Et puis il est bien conscient qu'une victoire ce week-end sur Ankalaev lui donnerait une chance pour le titre, mais il ne veut pas trop se projeter. Il est concentré sur son combat, et je pense forcément que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est préparé dans les montagnes, à 2000 mètres d'altitude. Il parle d'un camp qui a été très dur. Il avait emmené son équipe avec lui. Au sein de cette équipe, il y avait un combattant du Glory Kickboxing, un gars qui vient de signer au Glory, mais qui avait combattu avant ça au One FC, et puis un boxeur professionnel, ancien sparring par exemple de Joshua, de Fury, mais aussi de beaucoup d'autres. Moi personnellement, je pense que la clé du combat, ce sera la lutte. Est-ce qu'il va réussir à défendre les amener au sol dans Kalaev? Beaucoup pensent aussi, hein, il y a un auditeur qui me l'a dit, que les low kicks de Rakic pourraient faire très mal en Kalev. Il a du mal à les bloquer. C'est peut-être une piste. Et puis surtout, s'il s'impose, hein, je pense que le plus satisfait, ce sera Dana White, parce qu'on a bien compris qu'il faisait tout pour retarder l'ascension du Russe. Je pense vraiment que l'UFC préférait avoir un Rakic face à Pereira plutôt qu'un Ankalaev contre Pereira. Mais bon, là, je me projette peut-être un peu. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'une victoire sur Ankalaev, ça lui donne toute la légitimité du monde pour avoir ensuite sa chance à la ceinture. Ilia Topuria, lui, estime que Max Holloway n'a pas évolué ces dernières années et qu'il va lui mettre une telle pression que l'Hawaïen ne pourra pas développer son striking, qui est bien sûr hein, son point fort. Il a pour objectif, il en a déjà parlé, de devenir un jour triple champion, mais il assure que pour son prochain combat, il suivra les ordres de l'UFC. S'ils veulent le faire monter, il montera, sinon il défendra sa ceinture. Et là, hein, franchement, dans l'interview, c'était vraiment l'interview du Média Day, hein, donc il était face aux journalistes, il répondait aux questions. On avait vraiment le bon Topuria, pas arrogant, très respectueux. Il a notamment dit qu'il n'y avait rien de personnel entre lui et Holloway, c'était que du business. Je paraphrase bien sûr, et qu'il n'avait rien non plus contre les Dagestanais. C'est pas parce qu'il veut affronter Islam Makhachev qu'il voue une haine particulière à son peuple. Et il dit c'est le cas de tous mes adversaires. C'est toujours du respect et c'est toujours en gros du business. Toujours sur cette carte, hein, c'est vraiment une émission dédiée à l'UFC 308. On a Danny Gay qui estime qu'il aura l'avantage de la puissance de frappe hein, samedi soir face à son adversaire, mais il assure qu'il ne va pas pour autant seulement chercher le coup dur. La dernière fois qu'on l'a vu dans la cage, c'était face à Diego Lopez, un combat qu'il avait accepté en quelques heures de short notice, hein, je crois que c'était 4 heures, un truc comme ça. Suite à ça, on aurait pu croire que l'UFC allait lui faire un cadeau en lui offrant un adversaire. Alors,
Un adversaire pas forcément plus simple à manœuvrer, mais peut-être qui lui aurait permis de se rapprocher un peu plus de la ceinture ou lui donner une grosse exposition. Et puis finalement, il se retrouve à affronter un gars qui est invaincu, en pleine ascension, hein, donc il est un peu dans le rôle du gatekeeper, je dirais. Lui, il dit que ça ne le dérange pas du tout, au contraire, il voit ça comme un très beau cadeau, une occasion de montrer qu'il est toujours là, qu'il est meilleur que tous ces gars qui montent et qu'il a sa place dans le top de la catégorie. C'est une façon de voir les choses, hein. Et puis d'ailleurs, un peu comme pour le main event, il y en a certains qui parlent de la nouvelle génération qui affronterait l'ancienne. Bon bah là, il a été très clair, on a tous les deux 33 ans, Murphy, il a 6 ou 7 combats au sein de l'organisation, moi j'en ai 18 et cette expérience, par contre, elle, ça peut être un point déterminant et faire la différence dans la cage samedi soir. La réponse, ce week-end. Et maintenant le très populaire, hein, Sharapudin Magomedov qui a été très actif cette année, ce sera son troisième combat ce week-end. Il explique qu'il a déjà été encore plus actif par le passé et qu'il aimerait même battre le record qui est de 5 combats sur une année civile. Il concède, hein, que ça va être un peu compliqué pour cette année. Il a quand même dans un coin de la tête la carte qui arrive à Macao, s'il ne se blesse pas ce week-end bien sûr, et aussi celle qui aura lieu en Arabie Saoudite, mais là je crois que ça nous fait déjà arriver en 2025. Ça va être un petit peu juste un troisième combat au mois d'octobre, fin octobre. Faudrait qu'il refasse encore 3 combats s'il veut battre le record de 5. Forcément, ça semble un peu compliqué. Il y a quelques semaines, il avait déclaré qu'il aimerait beaucoup affronter Nick Diaz. Il est revenu là-dessus pendant l'interview. Il explique que c'est un nom qu'il a sorti comme ça, voilà, parce que c'est un gros nom, mais que par contre, il serait très intéressé par Kevin Holland. Il pense que ça ferait une très belle opposition dans la cage, pardon, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il a souvent dit aussi, hein, qu'il était très fan de Michael Bisping, qui a combattu avec un seul œil pendant la grande partie de sa carrière. Magomedov, lui, est Burn, donc forcément il s'identifie, hein, mais un journaliste lui a posé une question très intéressante à savoir. Personne ne savait que Bisping était Burn, en tout cas ça n'était pas officiel, alors que toi tout le monde est au courant, est-ce que tu n'as pas peur que tes adversaires essayent de tirer parti de ça? Et il a répondu, hein, qu'il a déjà beaucoup de combats, que tous ses adversaires ont essayé d'en tirer parti justement, mais que aucun n'a réussi jusqu'à maintenant, et il est confiant que ça va continuer pour les combats à venir. Et puis concernant son combat du week-end, hein, on pourrait s'attendre à une guerre de striking, au vu du passé des deux en kickboxing ou en boxe thaï, hein, comme vous voulez. Lui, il pense que Petrosian va essayer de lutter, mais il ne sait pas s'il va le faire dès le début du combat ou s'il le fera seulement une fois qu'il sera dos au mur, une fois qu'il se rendra compte qu'il n'a pas le niveau en striking pour continuer debout. Et puis d'ailleurs, hein, les 2 se sont déjà entraînés ensemble, ils ont même participé à un tournoi, le même tournoi, mais ne se sont pas affrontés. Et puis Petrosian, justement, lui, il a déclaré qu'en effet, c'était du MMA et pas du pied-point, donc tout était possible. Concernant Magomed Ankalaev, hein, je vous ai dit il y a quelques épisodes qu'il était de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. Forcément, il a expliqué que c'était une stratégie. Il s'est rendu compte que s'il voulait accéder à un combat pour le titre, en plus d'être bon dans la cage, il fallait aussi être bon quand tu t'exprimes en interview et sur les réseaux sociaux. Lors de ses dernières interviews, hein, il a beaucoup parlé de Pereira. On lui a demandé s'il ne se projetait pas un peu trop, après son combat face à Rakic, s'il ne se voyait pas déjà vainqueur. Bah, il a eu une réponse, très correcte. Il dit: «Non, moi je me projette pas. Par contre, les journalistes ne font que de me poser des questions sur Pereira, donc je leur réponds, je fais ce qu'on me demande». Et puis il pense d'ailleurs que Rakic est plus complet que Pereira. Et puis Dana White lui aurait promis apparemment, en cas de belle performance, un combat pour le titre ensuite. Alors là, déjà, quand on commence à parler de belles performances, c'est vous dire à quel point l'UFC n'a pas envie de le voir avec la ceinture. Habituellement, l'UFC dit à un combattant: voilà, si tu gagnes, tu as ta chance à la ceinture. Lui, si on lui a dit seulement en cas de belle performance, je serais pas très confiant. Et d'ailleurs, il est pas très confiant, hein, parce qu'il a dit: voilà, si on m'offre pas le titre ensuite, et ben j'irai combattre n'importe qui l'UFC mettra en face de moi. Et puis il a même glissé comme ça au passage qu'il pense être une menace pour les poids lourds si un jour il venait à monter de catégorie. Moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup parce que là-haut, il y a des mecs qui savent lutter, il y a des mecs qui savent striker. Tu mets un Ankalaev contre un Curtis Blade, ça ferait un super combat. Il y a peut-être quelque chose à faire là-haut s'il voit que ça bouchonne chez les lourds légers. Mais est-ce que l'UFC serait plus clément avec lui chez les poids lourds? J'en suis pas convaincu du tout. Forcément, je vais aussi vous parler de Robert Whittaker, hein. Lui, il est bien décidé à ne pas laisser Chimaev imposer son rythme dès le début du combat, comme il a l'habitude de le faire. Il s'est même dit prêt à combattre 25 minutes à fond et compte bien terminer le Russe afin de ne laisser aucun doute sur sa légitimité. Ce serait vraiment un truc de dingue, un Whittaker qui finit Chimaev. Franchement, chapeau à lui. La plupart des gens le voient s'imposer si le combat va au bout, s'il fait traîner et si le cardio de Chimaev s'effondre. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, Chimaev, il a changé son camp, il s'est bien entouré, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis ça fait quand même 12 ans qu'on le voit dans la cage, hein, Robert Whittaker, il est devenu champion, il a perdu sa ceinture, mais il a que 33 ans lui aussi.
Il se verrait bien combattre jusqu'à ses 36 et puis ensuite, pourquoi pas devenir coach ou même pompier. Là, ça m'a un peu surpris, mais il dit: «Ouais, j'ai envie de faire totalement autre chose. 36 ans, t'es pas vieux, tu peux te réinventer». Donc coach, on peut comprendre, mais pompier, c'est carrément autre chose et Michael Bisping lui a dit: «Ouais, tu serais le pompier le plus riche du pays». Ça m'a plutôt fait sourire. Écoutez, ça fait déjà un petit moment que je parle de cette UFC qui arrive ce week-end à heure française, je le rappelle, donc on va tous pouvoir, se régaler. On va s'en garder un peu sur le coude pour demain et je vous propose de passer à votre moment avec la minute auditeur. Et cette minute auditeur, je la commence avec la carotte sévère qui me dit: «J'ai cherché partout, je trouve personne qui a l'avis de Dana White sur le retour de Francis au MMA, il a forcément regardé». Moi, je peux déjà te dire ce qu'il va dire. Ouais, il a combattu dans une ligue que personne ne regarde, contre des mecs que personne ne connaît, et il a fait le choix d'aller chercher une adversité qui sera moindre, donc forcément il gagne. Je peux te parier que ça va être une réponse un peu dans ce style-là. Je ne vois pas Dana White encenser Francis Ngannou. Jinko Adétruich qui me dit: «Anthony Hernandez contre Brendan Allen, ce serait un fun comme match et puis ça serait également une revanche car les 2 hommes ont déjà croisé le fer en 2018 au LFA. Victoire du Mexicain par décision et obtention de la ceinture de l'organisation». Bah merci, j'étais pas au courant. Donc ça serait bien de voir maintenant comment ils ont évolué, hein. Brendan Allen a pris un peu d'avance quand même, mais un combat ce serait le top. Et tu me dis personnellement, bien que cette rencontre me plairait, je préférais voir Hernandez contre un striker, genre Paulo Costa ou Jared Cannonier. Écoute, Paulo Costa, pourquoi pas? Cannonier, il est pas sur la meilleure série de sa carrière. Tu me diras, Paulo Costa non plus. Ce serait un test, hein, dans les 2 cas de voir, je vous ai dit que sa défense de striking me faisait un peu peur. Au moins, il pourrait être, testé dans le domaine. Et puis on a, Dessinator Rapidovic, tu m'excuseras pour le pseudo, qui me dit: «Oui, Ngannou, combat bien carré, réfléchi, mais je vois pas qui le PFL va lui mettre en face désormais». Bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois pas qui il y a au PFL. On parle de Vadim Nemkov, c'est ça, hein, le qui a été champion lourd léger, peut-être lourd aussi, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Pourquoi pas? Mais franchement, ça enfin, c'est vrai, hein, je veux rien leur enlever à ces gars-là, mais c'est vrai que ça fait pas forcément rêver. Ensuite, j'ai Hits Purizer qui me dit: Aikins contre Pineda, c'est Fight of the Night, donc forcément de la qualité. Après, la carte était un peu faiblarde. Concernant Ngannou, Ferreira s'est fait éteindre. Ah non, tu parles de, pardon, Ferreira s'est fait éteindre. Ensuite, tu me dis: pas de saut périlleux en finition, donc je pense que tu parlais de Pereira en fait. Perso, sur la carte du PFL, Francis, bien sûr, trop émouvant à la fin. Cyborg m'a impressionné. C'est vraiment pour moi la GOAT féminine. Par contre, j'ai vu passer qu'Adesanya allait combattre Borayo. Ouais, bah, j'ai vu passer ça, mais apparemment c'est pas fait, ça a été évoqué, je sais pas si ça va avoir lieu. C'est vrai que Borayo, on a tendance un petit peu à l'oublier parfois, au lieu de Nassourdine et ça aurait lieu à l'UFC Sydney, un peu bizarre tu me dis. Perso pour moi l'expérience et la résilience, l'habitude des 5 rounds va permettre à Holloway de battre Topuria. L'Espagnol n'a pas rencontré des gars du calibre qu'a combattu Max, mais ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il a pas eu la route facile, hein, j'en ai déjà parlé. Il a quand même battu, Ryan Hall que personne voulait affronter. Il a battu, Brice Mitchell. OK, Brice Mitchell avait la grippe, mais il l'a battu quand même. Mitchell est monté dans la cage donc, voilà. Il a battu Emmett. Non, franchement, il a quand même battu des bons gars. Maintenant, c'est sûr que si tu compares avec Holloway, forcément, ça n'a rien à voir. Et puis, tu me dis, Merab est malin. Il annonce son retour pour fin février, début mars. Donc, pour le début du Ramadan, quid de Oumar? Il ne peut pas combattre à cette date. Donc, une belle esquive pour Merab. Ouais, comme je l'ai déjà dit dans l'autre émission, ouais, c'est peut-être une esquive, mais d'un autre côté, il est champion, il vient de prendre la ceinture, tu peux pas non plus te plier à ce que veut le contender. Oumar, bah voilà, il est contender, bah il va attendre son tour. Moi aussi, j'ai envie de voir ce combat, j'aurais aimé que ça se fasse avant. Apparemment, on n'est pas parti pour ça. Écoutez, merci d'avoir suivi l'émission. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Vous savez bien, je réponds à tout le monde. Et demain, normalement, on se retrouve. On fera les petites prédictions pour l'UFC du week-end. Et puis, j'aurai aussi deux, trois autres petites choses à vous dire en espérant qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas de malades et que tout se passe bien. Passez une bonne soirée. À demain. Salut.